d'Aurillac pour cette finale de Pro D2 avec nos consultants et puis un invité en duplex d'Aurillac. Raphaël Chanal sera avec nous. Bonjour, ancien joueur entraîneur de Montluçon, mais ancien joueur d'Aurillac. Hein. Tout à fait. Et évidemment, beaucoup de souvenirs au stade aurillacois, notamment quand le club évoluait en élite. Il a déjà évolué en élite, mais ça s'appelait le top 16 à l'époque. Tout à fait, c'est ça exactement. Et j'espère qu'ils vont faire la même chose cette année. Également sur ce plateau, Jean-François Nunez, qui était présent dans les tribunes du stade Jean-Alric, qui a vécu un super samedi, on peut le dire. Bonjour Jean-Luc, oui, bonjour à tous. Oui, un grand moment de sport, un grand moment d'émotion aussi. Et puis je suis revenu en rouge et bleu à nouveau. J'ai mis le dress code Stade Aurillacois qui porte bonheur. Et puis petite dédicace personnelle à nouveau. Voilà. Il faut le garder parce qu'il y a encore une semaine à tenir. Il y a encore cet objectif de la finale. Stéphane Mocozé est avec nous également. Il était présent au stade Jean-Alric et c'était une ambiance particulière. Une ambiance particulière, beaucoup de monde, 7871 spectateurs, hein, Jean-François, je crois que c'est ça. Oui, exactement. Et une ambiance de folie, notamment dans la cabine dans laquelle je me trouvais, parce que j'avais la chance d'être avec Alexandre Audebert et mon voisin de droite, Julien Houry. J'avais un peu l'impression qu'il y avait aussi 7871 personnes dans la cabine, voilà, par moment. Ça criait beaucoup, c'est vrai qu'il y a eu du spectacle, des essais, Julien. Il y avait de quoi s'enflammer à la radio. Hein, Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Effectivement, oui, c'était vraiment, si on ne s'emballe pas sur ce genre de match-là, avec ces ambiances-là, les phases finales du rugby, c'est quand même quelque chose. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas toucher à ça. Il faut nous laisser vraiment ces matchs couperés, ces défaites populaires. C'est vraiment un super samedi qu'on a vécu. C'est vrai que le dimanche était pas mal non plus avec l'autre demi-finale. On aura l'occasion d'y revenir entre Bayonne et Colomiers. Et puis en duplex de nos studios d'Aurillac, donc Michel Peuch-Lestrade. On va commencer par Michel. Michel, toute la ville parle de cette finale, j'imagine, depuis samedi soir. Oui, depuis samedi soir, parce qu'il fallait quand même passer Mont-de-Marsan. Hein. Après tout, c'est pas une surprise. Quoi. On a vécu quand même un moment exceptionnel, quoi, que du bonheur, bien sûr, et surtout beaucoup d'émotions. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu, disons, c'est la première fois déjà au stade Jallery, je crois, qu'on fait une demi-finale, quoi. Il y avait une liesse populaire extraordinaire, effectivement, comme seules ces phases finales du rugby peuvent en générer, quoi. Et donc, ça a été un grand moment, quoi, avec un match de très bon niveau, dont tous les ingrédients étaient réunis pour une magnifique soirée, quoi. Alors, on a mis en thème de cette première rubrique avantage aux Basques. C'est vrai que tout le monde les annonce comme les grands favoris. Ces Basques, j'aimerais avoir votre avis, messieurs. Raphaël, sur les Bayonne, c'est vrai qu'il y a ce deuxième budget de Pro D2 et qui doit absolument monter. C'est peut-être la pression justement que peuvent avoir les Basques. Oui, je pense, effectivement, puisqu'ils étaient en top 14 l'an dernier, donc tout le monde les attend tout de suite pour la remontée. Mais attention à cette équipe du Stade Aurillacois. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux équipes, on en parlera tout à l'heure, mais ils sont annoncés depuis un moment, depuis le début de l'année, comme on en parlait, tout de suite à peine descendus, qui voulaient déjà remonter. Ça n'a pas été le cas pour le Stade Aurillacois. Le Stade Aurillacois n'a pas cette pression et ça sera peut-être positif pour eux. Oui. La pression, les Aurillacois, ils l'avaient samedi, parce qu'ils jouaient la demi-finale à domicile, devant leur public, et bon, il y a toujours cette peur de décevoir ou de passer à côté de l'événement. Ils l'ont brillamment remporté, ce match, ils ont brillamment géré la pression, et là, dorénavant, pour eux, c'est du bonus. Ils affrontent une équipe qui est programmée pour retrouver le top 14, qui a les structures, les finances, le passé aussi du très haut niveau. Alors, quelque part, qu'est-ce qui peut arriver de pire aux Aurillacois? C'est de créer une nouvelle surprise, c'est de faire comme en championnat quand ils avaient battu Bayonne chez eux, ou même en championnat quand ils avaient perdu d'un seul point à Jean Daugé, qui est déjà une grosse performance. Donc pourquoi pas, oui. On l'a vu au cours de la saison, c'est ce que dit Jean-François. En fait, l'écart est très faible sur le terrain de ce qu'on a vu. Et après tout, c'est pas Aurillac n'a rien à perdre, en tout cas samedi prochain. C'est vrai que c'est Bayonne finalement qui met son avenir en jeu sur 80 minutes. Ouais, c'est vraiment partout entre les deux équipes pour l'instant. Des matchs très serrés en phase régulière. Bon, on remet les compteurs à zéro. Évidemment samedi, mais ça peut donner un match très équilibré. Oui, de toutes les façons, c'est une finale, donc il ne faudra pas se voiler la face. Les deux équipes auront la volonté d'essayer d'aller chercher cette accession en top 14, donc ça se jouera sur des petits détails, sur des petits riens. Un buteur, et là, c'est vrai qu'avec Maxime Petitjean, on est plutôt bien embarqué. Un paquet d'avant qui va aller créer les fautes, qui va aller chercher les pénalités justement pour son buteur. Et là aussi, je trouve que cette équipe d'Aurillac est plutôt bien armée. En face, on sait qu'il y aura le jeu à la Vincent Etcheto, il y aura la volonté d'essayer d'aller marquer des points. Si cette équipe d'Aurillac est rigoureuse en défense, bonne
bonne sur son pack. Elle aura, à mon avis, beaucoup d'atouts à faire valoir la semaine prochaine. Votre sentiment, vous, sur l'équilibre de cette finale? Oui, on va d'abord tuer l'ours avant de vendre la peau, peut-être, mais moi, franchement, ça fait 2 mois à peu près que je pense qu'on a un pied en top 14. Hein. Alors, évidemment, on n'est pas favori, mais ça nous va très, très bien, quoi. Hein. Je suis d'ailleurs plutôt un peu surpris parce que sur les 2 matchs, finalement, c'est vrai qu'à Bayonne, on perd un point et encore dans les derniers instants. Donc, on avait, pendant 75 minutes ou plus, on avait battu Bayonne. On les a battus Aurillac. Voilà, et puis on ne va pas oublier peut-être aussi qu'on est champion d'Europe virtuel, non? Puisqu'on a battu les Saracens. C'est vrai. Ils sont champions d'Angleterre, je vois. La seule équipe à les avoir battus, on n'oublie pas qu'il y a... Voilà, alors je sais que c'est très difficile de... Voilà, absolument. Hein, voilà, c'est vrai qu'Aurillac, dans le Cantal, il pleut parfois, il fait froid, mais au Pays Basque aussi. Hein, non, je crois que c'est très équilibré et que voilà, il y a 50-50 dans ce genre de match. Ça vient d'être dit, mais on a les armes principales. On a une arme qui n'est pas secrète, mais qui est toujours efficace. C'est l'arme Maxime Petitjean, qu'au niveau de... C'est quand même le meilleur botteur français. Je vois à la mi-temps, il y avait 2 essais à 2 encore contre Mont-de-Marsan, mais il y avait déjà 10 points d'écart, quoi. Ouais, on va revoir des images de cette... Voilà, moi, on revoit des images de ce match contre Mont-de-Marsan et notamment l'essai de McPhee. C'est vrai que ces Aurillacois ont su gérer cette pression, le bonheur du stade en tout cas, là sur ces images du stade Jean-Alric. Ils ont su gérer cette pression et ça c'est un avantage peut-être psychologique. On sent que ils sont dans leur compétition, là. Rien ne peut vraiment les arrêter. Il y a la volonté d'un groupe d'aller jusqu'au bout. Oui, enfin, moi j'en profite pour voir Michel en direct d'Aurillac. C'est vrai que j'attire aussi notre attention sur le fait que ces 2 équipes qui jouent, que ce soit Bayonne ou le Stade Aurillacois, ils ont joué toute la saison. Thierry, donc le neveu à Michel, je crois, s'appuie sur ce que Michel tu proposais déjà il y a quelques années, du jeu de déplacement, pas uniquement de l'affrontement. Et Bayonne avec Etcheto, c'est la même chose. C'est ces 2 équipes qui développent énormément de mouvements. Et pourquoi ça a fait 2 très belles demi-finales? Parce que Bayonne face à Colomiers a joué, le Stade Aurillacois a joué face à Mont-de-Marsan. Et je pense que ne serait-ce que pour les spectateurs, on a envie de découvrir cette finale. Parce que Bayonne joue, parce que le Stade Aurillacois joue. Donc déjà, c'est vraiment intéressant. C'est aussi le sentiment de David Skrela qui... on va voir des images du match de Colomiers face à Bayonne, de la demi-finale. David Skrela qui jouait son dernier match et qui disait que cette finale promettait du spectacle, qu'il y aurait forcément des essais parce que effectivement les 2 équipes ont un petit peu le même style de jeu. Hein. Moi je pense, Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, mais... Michel, le sentiment sur cette volonté de jouer des 2 équipes? Oui, cette volonté de jouer des 2 équipes, oui, c'est 2 équipes très proches l'une de l'autre, effectivement. Nous, on a une arme, enfin, on a un peu les mêmes armes, c'est-à-dire une très bonne conquête. Je pense qu'il va y avoir jeu égal en mêlée. En touche, on grappille toujours 3-4 ballons de plus que l'adversaire, sur lancer adverse notamment. C'est très important parce que ça va jouer sur du détail. Et au niveau de l'organisation collective, je crois qu'il y a un petit plus, il me semble. Voilà, Bayonne s'appuie surtout sur des individualités, notamment derrière. Et moi, je trouve que c'est Colomiers qui m'a fait la meilleure impression, je dois le dire. Hein. Mais encore une fois, voilà, quoi, ça va être très incertain. Quoi, qui menait à la mi-temps, d'ailleurs, Colomiers. On écoute Vincent Etcheto sur la perspective de cette demi-finale, de cette finale. Tout le monde dans les mondes de Marsan favori, mais voilà, il n'y a pas eu photo hier. Aurillac a gagné logiquement et nous a impressionnés parce qu'on a regardé le match ensemble. Donc, on les a déjà rencontrés 2 fois cette saison. On sait que ça va être un adversaire redoutable. Voilà, on sent bien qu'il y a beaucoup de prudence dans les propos de l'entraîneur de Bayonne. Oui, mais je pense qu'il s'appuie notamment sur le souvenir des 2 confrontations en championnat. Hein. On ne va pas la lui raconter. À Etcheto, il sait très bien que son équipe, elle était quand même passée par le chat d'une aiguille pour s'imposer à Jean Daugé et qu'elle avait été quand même bien dominée au stade Jean-Alric. Hein. Et puis bon, sur la globalité de la saison, sur 30 matchs, à l'arrivée, Bayonne 2, Aurillac 3, il n'y a pas non plus un wagon de points d'écart entre les 2 équipes. Hein. Donc il sait très bien que les Bayonnais ont peut-être un tout petit peu plus de pression et il y a un petit avantage et encore, mais les Aurillacois, sur ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, sur ce qu'ils ont à nouveau montré sous pression ce week-end, franchement ils ont une très très belle carte à jouer.
Alors, on enchaîne avec le thème suivant, Jean-Alric, le 16e homme, pour reparler de cette ambiance au stade et de ce public qui devrait faire le déplacement à Toulouse samedi. On a vu déjà dès l'ouverture des guichets hier qu'il y avait l'affluence pour récupérer une place pour cette finale. On revoit quelques images de l'image notamment qui a frappé les esprits, cette haie d'honneur pour l'arrivée des joueurs au stade, un petit peu comme on le voit d'ailleurs à Toulon. Et c'est vrai que ça transcende forcément les joueurs, ça crée une ambiance en tout cas. Complètement. Moi, j'étais pas très loin effectivement de cette haie d'honneur. On avait les poils qui s'hérissaient sur les bras et ça a été comme ça pendant tout le match. Nous, dans les micros, on s'entendait pas. On a mis le volume au maximum. Plus on montait le volume, plus on entendait le public. Et moi, on s'entendait nous en train de commenter. C'est la première fois moi que ça m'arrive en 150, peut-être 200 matchs commentés maintenant depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on a eu ce frisson, cette adrénaline tout au long de cette rencontre. Et on parle d'un 16e homme. Là, c'était 7871 joueurs, plus les 15 sur le terrain, plus les remplaçants. Pour Mont-de-Marsan, c'était vraiment impossible. Et toujours dans une ambiance bon enfant, toujours avec un bon état d'esprit. Ce stade Jean-Alric a vraiment joué son rôle et je suis convaincu à apporter vraiment le supplément d'âme dont avait besoin Aurillac pour ce match. Ouais, moi, je soulignerais aussi autre chose. Enfin, en plus du public, je trouve qu'il y a une ambiance dans cette équipe qui est peut-être pas forcément ailleurs. À 3h du coup d'envoi, on était l'équipe de France 3 à Aurillac, Lydie Rib et Claude Bernard et moi-même étions avec les joueurs au moment de la collation. C'est rare aujourd'hui encore dans le monde professionnel, dans le rugby professionnel, dans le football, on n'en parle même plus, mais d'être aussi proche des joueurs à quelques heures du coup d'envoi. Et je trouve qu'il y a une disponibilité qu'il n'y a plus dans d'autres clubs. Certains préfèrent l'isolement dans la région, on le sait, dès la veille, voire l'avant-veille. Et là, à 3h du coup d'envoi, on était avec cette équipe au plus près. Jérémy Davidson était très disponible, a répondu à une interview en direct sur Facebook qu'on a fait samedi après-midi. Voilà, et les joueurs sont là et on peut les approcher. Et voilà, ça se ressent. Je pense que le public ressent aussi cette simplicité. Et c'est pas un hasard si samedi il y avait autant de monde pour les accueillir. C'est pas un hasard si Paul Boisset dit de mémoire je n'ai jamais vu ça dans ce club. C'est pas un hasard si Maxime Petitjean dit qu'il a vécu le plus beau moment de sa carrière. Voilà, tout se retrouve autour de cette équipe et de cette manière d'appréhender le rugby. Oui, Jean-François, c'était ça. Avant le match, on les croise quelques heures avant le... Écoutez, moi, je prenais le café à 2h en centre-ville et j'ai croisé 2 joueurs qui se promenaient tranquillement, sereinement, et qui sont arrêtés, qui ont dit bonjour, qui ont salué les personnes, qui ont posé pour des photos, aucun problème. À 3h du coup d'envoi, avant de monter au nautique, pareil, séance de dédicace. Moi-même, j'étais dans les tribunes marathon à 2h du coup d'envoi et les joueurs étaient sur la terrasse du nautique et on s'est téléphoné. Voilà. On a échangé quelques mots, on s'est salué de loin. Voilà, on peut faire sérieusement son métier, mais sans se prendre au sérieux, je pense. Et c'est exactement Michel, le ça cas fait partie de l'approche des événements de ce club qui ne se met pas de pression particulière. La question me concerne, pardon ? Ouais, non, je disais que ça faisait partie de l'approche du club en général, de ne pas se mettre trop de pression, de vivre les choses assez simplement. Oui, je ne suis pas quand même dans le secret des dieux, quoi, mais je ne sais pas comment a été organisée la profession psychologique, mais je veux dire que les choses sont assez relativement simples, je veux dire. Voilà, il y a un public, il y a des joueurs qui vont jouer un match déterminant. Et c'est ces moments donc qu'on a connus, mais qui sont extraordinaires, magnifiques. J'ai vu aussi les joueurs arriver au milieu de l'allée de spectateurs. C'est vraiment très émouvant, quoi. Je dois dire aussi que j'ai eu vraiment un peu la gorge tout à fait serrée quand je suis arrivé et que j'ai vu ce public et ses couleurs, et tout en rouge et bleu. C'est des instants privilégiés, quoi. Ouais, ça a marqué les joueurs. On les écoute, là, justement, après la rencontre. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde nous soutenir, une ville qui était derrière nous, un département, et c'est vrai que c'est fantastique. Moi qui suis d'ici, on en parlait avant le match, je crois que j'ai pas de souvenir, même gamin, d'avoir vu ça, même pour un France-Roumanie ou des choses comme ça, c'est vraiment, c'est fabuleux. Je pense sincèrement qu'on a peut-être vécu l'un des plus beaux moments de notre carrière. C'est la première fois que je vois le stade comme ça, c'était vraiment fabuleux, donc il nous tarde déjà d'être à samedi prochain. On a vécu un moment dans l'histoire du club. D'aller à Toulouse pour la finale, c'est que le bonheur. Et j'espère qu'on peut refaire le même match et qu'on a autant de monde à Toulouse pour le prochain match, parce que c'est que du bonheur. Ouais, le prochain match, la finale, donc le top 14, même pas peur, c'est la rubrique suivante.
Est-ce que les Aurillacois sont armés pour jouer en top 14, tout simplement? Est-ce qu'il faut avoir peur de ce top 14, comme le disait Thierry Peuch-Lestrade hier soir dans le Journal des Sports, ou est-ce que le club est préparé à évoluer parmi l'élite? Je laisserai la parole après sur la structure du club. Mais rugbystiquement parlant, stratégiquement sur le terrain, oui. Ils ont leur place sans aucun problème. On en parlait tout à l'heure sur la gestion des temps forts, des temps faibles, sur les déplacements, sur l'occupation. Oui, ils ont leur place. Après, savoir si le délai qui sera relativement court entre la montée en top 14 et le recrutement pour rester en top 14, ça sera plus compliqué. Mais ne serait-ce que de monter pour vivre une saison top 14 pour le public, pour les partenaires, pour les Cantalous, oui, il le faut, sans aucun problème. On a une question là, sur Facebook, puisqu'on diffuse en ce moment sur Facebook, qui demande justement quel pourrait être le recrutement en cas de montée en top 14. Quel type de joueur Aurillac aura les moyens de s'offrir? Moi, je laisserai après la parole à Jean-François. Jean-François, peut-être sur cette question. C'est-à-dire que le Stade Aurillacois saura si oui ou non il évolue en top 14 seulement le 4 juin, c'est-à-dire très très tard par rapport à d'autres équipes. On parlait de Lyon, qui est déjà assuré de sa montée depuis plus de 2 mois et qui a déjà fait son marché. Et ben, malheureusement, le Stade Aurillacois va arriver sur un marché de joueurs qui est appauvri par tous les clubs qui sont déjà passés avant lui. Donc il ira peut-être recruter des joueurs de top 14 revanchards et qui ont une revanche à prendre par rapport à une mauvaise expérience dans un club, peut-être des joueurs jeunes aussi qui ont du potentiel, comme on a vu avec quelques arrivées de jeunes espoirs de l'ASM, peut-être des profils venus de l'étranger. On peut penser à l'Irlande avec un homme comme Jeremy Davidson qui a encore des points de chute là-bas. Peut-être, oui, l'hémisphère sud. Mais après, tout ça, c'est très très difficile d'évoquer ce sujet. Je sais, à mon avis, par expérience, que le président Millette a déjà noué des contacts et des relations. Il a 2 plans, le plan A et le plan B, hein, c'est clair et net. Ouais. Hein. Michel va nous le confirmer peut-être, même s'il n'est pas dans le secret des dieux. On prépare le terrain, les 2 scénarios forcément à Aurillac. Oui, mais franchement, là, je peux donner que mon sentiment. Hein, je suis absolument pas dans le secret des dieux. Là, moi, je crois que finalement, avec l'effectif qu'il y a, et si on arrive à récupérer, moi, je pensais comme ça à peu près 4, 5, 6 joueurs, quoi, 5 notamment, 3 devant, 2 derrière, à mon avis. Hein. Si vraiment on ne se trompe pas, s'ils sont d'un excellent niveau, ben, je crois qu'après, on peut jouer un certain rôle. Évidemment, peut-être pas les premiers rôles, quoi, mais on peut éventuellement se maintenir en top 14. On a des joueurs de qualité, je crois. Et donc, si on trouve 5-6 joueurs d'un très bon niveau, oui, je crois qu'effectivement, on a quelque chose à faire en top 14, hein, comme l'a fait Yonax, par exemple. Hein. Ouais, ça serait dommage de passer à côté de cette opportunité, parce qu'on rappelle que le règlement va évoluer et qu'il n'y aura plus qu'une descente, vraisemblablement ensuite en top 14. Qu'une montée en Pro D2, donc ça va resserrer l'élite et créer quasiment une ligue fermée. Hein. C'est peut-être la bonne année pour monter, en effet. Après, comme disait Michel, oui, 5 joueurs, et comme le précisait Michel, avec de la valeur ajoutée, c'est très important. Des joueurs qui vont vraiment réellement apporter un plus et permettre au club de rapidement prendre la mesure et se mettre au diapason d'un championnat qui est très exigeant physiquement. On le voit, hein, le top 14, le rugby de top 14 est devenu un rugby d'affrontement physique et non plus d'évitement. Donc, des joueurs, oui, avec une valeur ajoutée, et il y a moyen, en effet, d'exister dans ce championnat. Ouais, parce que l'ossature est bonne, ça fait quelques années maintenant qu'on s'appuie sur ce groupe-là, qu'on le bonifie un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On a encore fait re-signer l'ensemble des cadres, donc c'est vrai qu'il y a quand même un groupe qui vit bien ensemble, comme on dit toujours traditionnellement, mais surtout qui progresse ensemble. L'équipe d'Aurillac d'aujourd'hui ressemble beaucoup à l'équipe d'Aurillac d'il y a 3 ans, mais dans les faits, sur le terrain, ils apportent un véritable plus technique, ils se connaissent bien, ils se trouvent facilement. Donc je suis complètement d'accord, moi, avec ce que dit Michel, effectivement, 4-5 joueurs pour bonifier tout cela, pour apporter aussi de l'expérience, parce qu'il faudra quand même des joueurs aguerris à ces joutes du top 14 pour pouvoir avoir cette petite malice, ce petit vice pour bien gérer l'ensemble d'une saison. Mais à mon avis, il faut faire effectivement plus dans la qualité que dans la quantité sur cet effectif. Alors, en attendant le résultat de cette finale samedi, on va